Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Martinez. Bonjour monsieur. Bonjour et merci de m'inviter. Jean-Claude Martinez est professeur de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous avez également été député européen et national pendant 22 ans. Vous publiez cet ouvrage Euthanasie, stade suprême du macronisme, un ouvrage qui suit celui publié en 2013, Euthanasie, stade suprême du capitalisme. On est à peu près dans les mêmes eaux. Je signale à nos téléspectateurs que nous enregistrons cet entretien le 31 mars, puisque la Convention citoyenne sur la fin de vie doit remettre ses conclusions au gouvernement le 2 avril. Ils n'ont pas osé... Ils n'ont pas osé le premier. Il y a une concession. À quoi on peut s'attendre avec cette Convention citoyenne ? Qui est en réalité, pardonnez-moi l'expression, je ne dirais pas hypocrite, je ne dirais pas pharisienne, mais elle est composée de qui ? Personne ne le sait. Comment ils ont été choisis ? Personne ne sait. Ils ont reçu une formation, on ne sait pas de qui. Quel était le contenu de la formation ? On ne sait pas de qui. Mais c'est une imposture, mais c'est une opération de communication. Mais c'est pour ça que je disais pharisien, c'est honteux. C'est une commission pharisienne, alors pas citoyenne. Mais c'est une commission pharisienne, c'est honteux. Et elle conclut ce dont on lui avait demandé de conclure en amont. C'est-à-dire, on lui a fourni le texte de la conclusion. Et là, on a pris 75, on ne sait pas qui c'est, 75 idiots. Et ils ne sont même pas utiles, 75 idiots. La seule chose qui me console, c'est qu'ils vont finir. Ils vont finir dans l'état qu'ils proposent pour les autres. Parce qu'encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ils seront piqués. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ils vont crucifier les vieux, quoi. Mais leur tour va venir, puisqu'il s'agit d'un système de gestion des finances publiques de l'Occident, puisque le Canada est dans la même situation, le Japon est dans la même situation. C'est un système de gestion du quatrième âge. C'est l'Europe, qui est un EHPAD continental, ne peut plus faire face, puisqu'elle doit jouer à faire la guerre en Ukraine, le fait joujou, le grand remplacement, tout ce que vous voudrez. Et bien, en échange, on fait un choix. Et bien là, on fait le choix d'éliminer les personnes âgées parce qu'elles ne manifestent pas. Pour vous, c'est fait. La légalisation de l'euthanasie va découler tout de suite, va arriver... Elle est déjà 25... au-delà de ça. 25 000 morts par erreur médicale chaque année dans les hôpitaux, 25 000 morts. Toute personne qui a de l'hypertension et donc un risque d'hémorragie cérébrale, c'est pertinemment qu'elle n'a jamais été guérie. Il n'y a pas un seul médecin qui ait guéri un jour l'hypertension et les 4 ou 5 familles de médicaments qui guérissent, ça ne marche pas. Donc... oui, l'interruption volontaire de vieillesse est en marche, et avec un unanimisme qui est terrifiant. Un unanimisme politique, vous voulez dire ? De droite à gauche ? Politique, médiatique... Ils sont tous d'accord ? Mais tout le monde est d'accord. Il suffit de voir l'existence des EHPAD. S'il y a des EHPAD, c'est qu'il y a des familles qui ont mis les gens dans les EHPAD. Parce qu'il n'y a personne... De Marine Le Pen à Mélenchon, ils sont tous OK, en passant par le centre macroniste. Il y en a... Ils savent, écoutez, je vais vous raconter, la dernière fois, à l'Assemblée nationale, j'ai eu une conversation, Bruno Gollnisch et moi, avec Alexis Corbière. Alexis Corbière, même s'il a été mis sur la touche par Mélenchon, il fait partie de la France insoumise. Et on discute de l'euthanasie parce que j'amène le sujet, et je m'aperçois qu'Alexis ne savait pas pourquoi il était pour l'euthanasie, parce que vaguement, il pensait que c'était la liberté. Il me dit, ouais, mais toi, tu es contre parce que tu es chrétien. Mais non, c'est pas le petit Jésus te punira. C'est les forces économiques, les déterminismes économiques, sociaux, médiatiques, l'air du temps, le conditionnement culturel amène cette culture. Le stade suprême du capitalisme qu'il dénonce lui-même. Oui. Il va dans le sens du capitalisme, alors. C'est pour moi quelque chose d'incompréhensible. Que Macron, au nom de la performance, de la rentabilité, de la loi organique relative aux lois de finances, des économies d'énergie, le marché... La RGPP, la révision générale des politiques publiques, sous Sarkozy, c'est la convergence. C'est cohérent. Je dirais que le président Macron, que Dieu veille sur lui parce que ça va mal finir, je comprends le président Macron. Mais dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, non pas parce qu'il est baptisé, non pas parce qu'il était enfant de cœur, c'est pas ça qui me choque. Monsieur Mélenchon, il est baptisé. Sûr, baptisé, enfant de cœur, comme moi je suis suédois d'origine, je m'appelle Martinez, lui Mélenchon, il est espagnol, génétiquement, quoi. Donc il est une famille catholique, il est baptisé, et
enfant de cœur. Donc il a servi la main. C'est pas ça qui me choque. Mais lui, sait très bien que l'euthanasie, c'est pas la liberté, c'est la liberté formelle, pas la liberté réelle. La liberté, c'est de pouvoir être soigné en amont. Et que cet homme qui dénonce le capitalisme, la performance, que cet homme soit pour la quintessence du capitalisme, c'est pour moi. Bon, même... On va essayer de le retourner, si vous voulez bien. On va continuer cet entretien. J'aimerais avoir un débat avec lui. Jean-Claude Martinez, enfin, Jean-Luc, qu'est-ce que vous pensez de la concomitance entre la réforme de retraite, là, qui vient d'être adoptée, et puis cette euthanasie, là, qui va arriver entre les mains du gouvernement le 2 avril? Ce n'est pas le hasard, c'est la même chose. Le président Macron avait promis une loi grand âge. Ben, la loi grand âge s'appelle la loi sur l'euthanasie. Et donc, de même que les retraites, il faut faire des économies, il n'y a pas assez au banquet de la vieillesse, il n'y a pas assez pour donner à manger à tous les vieux. C'est la même chose. On est dans le même environnement. Il y a des conditionnements économiques, des conditionnements sociaux, des conditionnements financiers, mais il y a 3 000 milliards de dettes. On ne sait plus, avec les taux d'intérêt qui montent. Il faut faire des choix, il faut amputer. Alors, on choisit qui? Les dieux du stade ou les vieux au dernier stade? Et depuis quand on en parle de cette euthanasie? Parce que vous dites, écoutez, c'est lié à la dette qui augmente. Vous faisiez l'amitié de citer le livre. Le premier Statut suprême du capitalisme. Mais ça fait des années que j'alerte là-dessus. Le Japon y est allé, la Belgique y est allée. Il faut comprendre que ce n'est pas vrai que c'est la personne qui choisit. Ce n'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui demande l'euthanasie. Il n'y a personne qui demande l'euthanasie. Oui, est-ce que dans les hôpitaux, les personnes en fin de vie demandent à être piquées? Écoutez, la réponse est donnée par Agnès Buzyn. C'est moi qui fais d'Agnès Buzyn la référence. Agnès Buzyn, il y a une dizaine de jours, dit en 40 ans de médecine, en 40 ans de pratique médicale, j'ai observé que toujours plus un malade se rapproche de la fin et moins s'il est pour l'euthanasie. Et Agnès Buzyn rajoute, qui est la phrase magnifique, l'euthanasie, c'est un raisonnement de bien portant. C'est Agnès Buzyn, ben évidemment. C'est celui que, au cours d'un repas, à la rotonde, avec Macron, avec des amis, il dit, bah alors toi, moi je ne veux pas souffrir, moi si je dois souffrir, oh là là, je préfère être piqué. Il ne sait pas ce que ça veut dire être piqué. C'est aussi un truc qui divise un peu, non mais les riches et les pauvres, parce que le Vincent Lambert qui était personne, enfin connu de personne, mais est-ce qu'on a proposé l'euthanasie au Premier ministre israélien Sharon, qui était dans le coma pendant plusieurs années, ou au pilote de Formule 1 Schumacher? C'est l'exemple parfait. Schumacher, avec une assistance autour de lui. Et c'est la Il raison. n'était pas question de le piquer, cela. Bien entendu. Vincent Lambert, parce qu'il y a Vincent Humbert. Et oui, et Vincent Lambert. Et Vincent Lambert. Mais Vincent Lambert, c'est un assassinat. Ce garçon qui était privé d'eau, etc., alors qu'il déglutissait naturellement, il n'avait pas d'appareil respiratoire, il n'était pas intubé, Vincent Lambert, il suivait des yeux son avocat Jérôme Triomphe, qu'on ne raconte pas des salades. Et Vincent Humbert, alors lui c'était même pire, il dictait, il regardait les matchs de football et il donnait, c'est le kiné qui l'a dit, et il donnait au kiné les résultats des matchs de foot. Vincent Humbert, il était en état végétatif, on n'a jamais vu une carotte regarder un match de foot. Mais Vincent Lambert, lui, on l'a privé de boissons, etc. Il avait des obstructions pulmonaires. Mais on essayait de lui enlever les crachats qui ne pouvaient plus sortir. Il n'avait plus à boire, plus rien du tout. C'est comme Laval. Laval s'empoisonnant avant d'être fusillé. On réanime Laval pour le fusiller. Et bien là, on réanimait Vincent Lambert, bouclé, enfermé. On le réanimait pour être bien sûr qu'il allait mourir tranquillement. Mais ce qu'on a fait, ça n'a pas de nom. Mais encore une fois, il faut bien que les personnes qui regardent TF Liberté, qui nous regardent, nos amis qui nous regardent, il faut bien qu'ils comprennent. En finale, on est tout seul. Il n'y a pas Amnesty International. La famille n'est pas là. D'ailleurs, la famille vous a mis dans un EHPAD. Écoutez, moi, je rends visite au président Le Pen, comme le fait Bruno Goldie. J'en vais déjeuner avec le président Le Pen. On n'est pas des milliers, On n'est pas des milliers. On est 2-3 amis qui sont là. Donc, en finale, on est tout seul.
Alors vous êtes tout seul, on vous jette un plateau sur la table, on dit « Ah !» puis on repasse. Ah ben, vous n'avez rien mangé aujourd'hui, c'est pas grave, vous mangerez mieux demain. On vous écrase les cachets, hein, pour pas que vous emmerdiez. On vous écrase les cachets, on vous les fait avaler, parce que vous êtes pas con. Les petits cachets bleu-bleu, les petits cachets entendu, rose. Les gens les prendraient pas, mais on vous les écrase. L'infirmière, quand il y a une infirmière, il y en a une qui est déguisée avec un truc blanc, qui est une femme de salle et qu'on appelle infirmière. Comme il y a des gardes champêtres déguisés en policiers, il y a des gardes churmes. Voilà, il y a des dames de salle qui sont déguisées en infirmières, etc. Et vous êtes tout seul, vous en pouvez plus, vous n'avez plus de référence, personne ne vient vous voir, c'est le soir de Noël, votre anniversaire, personne ne s'occupe, c'est Pâques, bien sûr, vous savez bien qu'à Pâques, vous tenez le coup, vous allez peut-être ressusciter, etc. Et au bout de ce conditionnement, personne ne vient vous voir le matin. Alors justement, derrière cette chaîne de conditionnement, d'enfumage dont vous parlez, vous dites qu'il y a McKinsey. Mais oui, il y a McKinsey. Est-ce que c'est McKinsey qui donne au gouvernement les éléments de langage pour nous faire avaler la pilule de l'euthanasie? Mais ce que je veux dire, c'est... Ce n'est pas une décision qu'on peut... À la fin, c'est trop tard. C'est en amont, tout ce qui s'est passé en amont. Vous pensez que le malade est acculé, on le force quasiment à dire oui, je veux me faire piquer? Mais il est acculé, il n'a plus d'autre solution, il n'en peut plus, on le méprise, il n'y a personne qui passe, il ne peut pas dormir, il y a des perruches qui, dès 7 h du matin, sont dans le couloir. Il a le cul à l'air, vous dites des histoires de blouses blanches, là. Et puis il est sous-alimenté, il n'y a rien à manger, essayer d'aller manger dans un EHPAD ou à l'hôpital. Et donc il est épuisé en fonte musculaire, cérébralement il n'en peut plus. Et on ne lui demande pas son avis. Il y a une ombre vers 2 ou 3 heures du matin, il y a une ombre qui passe et qui vous pique. Mais les gens croient qu'ils choisissent. Oui, Godard a peut-être choisi d'aller en Suisse, et encore, je ne sais pas quel était l'environnement de Godard. Mais encore une fois, je reviens à Agnès Buzyn. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de choix, on ne choisit pas de mourir, on est acculé à ce choix, et c'est des médecins, les médecins, ah oui, la garantie des médecins, tout le monde a vu pendant le Covid, les patrons de médecine, les patrons de virologie, les patrons de Tartampion, tout le monde a vu leur incompétence invraisemblable. Eh bien, ce sont ces gens qui écrivent des livres, Chalbin Michel. Alors tout cela, vous les qualifiez de sectes militantes, ces gens qui sont pour l'euthanasie. C'est quoi leur intérêt de légaliser l'euthanasie? Mais écoutez, au-delà des intérêts financiers du monde politique, parlez-nous-en des intérêts financiers. Ils sont énormes. On est un continent de personnes âgées. Un EHPAD continental, c'est ça l'Europe, sans parler du Canada, sans parler du Japon, qui est en point de non-retour. C'est pas extensible éternellement. Il y avait l'endettement, mais les taux d'intérêt ont augmenté, le coût de la dette est invraisemblable, même si M. Bruno Le Maire, de temps en temps, arrive à dire « Ben oui, on y fera face, on va mettre la Russie à genoux. » Enfin bon, c'est liquide. Mais peu importe. Donc, tous ces coûts financiers, tout le monde comprend ça, tout le monde comprend. Mais un effet de mode est insuffisant, c'est un mainstreaming culturel, c'est un flot culturel, c'est un environnement culturel. D'autres, le pape, le Saint-Père l'appellera la culture de mort, on peut l'appeler comme on voulait, mais il y a un environnement, au-delà de la performance, il y a un environnement qui vous pousse, un isolement qui vous pousse. Et devant faire des choix, au banquet de l'humanité, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Alors, encore une fois, on choisit qui? Alors, les sottises, la transition climatique, on va doubler les parois de la maison, des conneries. Alors que le problème qui se pose, c'est le problème de la transition gériatrique. C'est pas le problème de la transition climatique. Le problème, c'est pas d'isoler. C'est pas d'isoler les appartements. Le problème, c'est les gens qui vivent isolés dans les appartements, qui vivent seuls dans les appartements. C'est pas de verrouiller encore un peu plus, puisqu'ils sont verrouillés déjà physiquement dans l'appartement. Alors bon, la mode, Greta Thunberg, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Greta Thunberg. Voilà, avec son syndrome d'Asperger, sa focalisation. Il y a d'autres qui appellent ça une névrose obsessionnelle, etc. Alors bon, écoutez. Les chars pour l'Ukraine, les seringues pour les vieux. Voilà, il y a un choix où on envoie les 2 ou 3 chars qui nous restent, je ne sais plus comment ils s'appellent, Léopard ou Tartampion, où on soigne les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare les Jeux Olympiques de 2024, on essaie d'enlever les poubelles à Paris, on s'occupe des personnes âgées. On recueille tous les bateaux des ONG, on recueille tous nos amis, nos frères francophones qui arrivent, on se
s'occupe des vieux. Bon, alors, on pourrait... Des vieux, Jean-Claude Martinez aussi, vous le dites dans votre ouvrage, ils payent toute leur vie, cet impôt sur le revenu, et à la fin, ils doivent payer la seringue qui va les piquer. On arrive au point clé. Oui. Voilà. Tous les raisonnements que j'ai faits, grâce à vous, et je vous en remercie, tout le monde le sait. Le point clé est le suivant. Pendant le Covid, 30 000 personnes dans les premières semaines sont mortes, seules, isolées. On les a enfermées dans des housses. Là, il n'y avait pas d'Antigone. Hein. Là, il n'y avait pas de droits de l'homme. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel. On attend le 14 avril. Hein. 30 000 personnes liquidées, mortes, piquées, révautrées, tout ce que vous voudrez, mortes, affamées, dans les couches, soignant, dans les excréments, dans les EHPAD. Dans les EHPAD. En France, en Espagne, en Italie. En Espagne, c'est l'armée qui est entrée dans les EHPAD. Au Canada, c'est l'armée, M. Trudeau, etc. Bien. Pendant qu'on a laissé mourir 30 000 Français dans les EHPAD bouclés, enfermés, il y avait la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, pendant qu'ils mouraient, la retenue à la source fonctionnait. Pendant qu'on leur refusait le respirateur, le percepteur... On les tapait au portefeuille. Le percepteur lui agissait. Vous savez, la vieille pub, si tu prends la vieille pub, je ne sais plus quelle compagnie d'assurance, si tu prends ma place, prends mon handicap. Si tu prends mon respirateur, prends mon percepteur. Là, on a découvert des choses. Alors, pendant 40 ans ou 50 ans, nous sommes 16 millions de Français qui paient l'impôt sur le revenu. Nous payons l'impôt sur le revenu au nom de la solidarité. La solidarité nationale et fiscale. Et nous payons l'impôt sur le revenu pour former les médecins. 10 ans, 12 ans, M. Véran, 12 ans. Nous payons pour payer... Nous payons l'impôt sur le revenu pour verser 65 millions de financement des partis politiques. Nous payons pour faire des stades, pour les Jeux Olympiques. On nous dit tout ça, il faut le faire. Nous payons pour les bateaux, les ONG, les migrants, tout ce qu'on voudra, les chars, etc. Au nom de la solidarité. Mais en bout de course, la personne qui est âgée, qui est malade, qui ne peut pas se bouger, qui a besoin d'assistance, dit, bon, bah écoutez, maintenant c'est mon tour à bénéficier de la solidarité. Elle dit, ah bah non. La solidarité, c'était avant, mais là, maintenant, ça ne marche plus, la solidarité. Alors Martinez dit, j'enregistre, je prends acte que la solidarité est une imposture. Je prends acte qu'en fin de parcours, au bout de mes 40 ans de versement d'impôt sur revenu, je prends acte que je n'ai pas droit à la solidarité. Bon, très bien. Alors, puisque la solidarité n'existe plus en fin de parcours... Donc, arrêtons de payer l'impôt sur le revenu, bien alors. Entendu. C'est un couple. L'euthanasie marche avec l'impôt sur revenu. Ou plus exactement, la seringue marche avec l'impôt sur revenu. S'il y a la seringue, il ne peut pas y avoir l'impôt sur revenu. C'est comme en Chine, vous payez la balle qui sert à vous abattre. On ne peut pas me demander de payer les études du médecin qui va me piquer. On ne peut pas me demander de payer les études d'un médecin incompétent qui n'a pas été capable de me soigner mon hypertension qui m'a fait une hémorragie cérébrale. On ne peut pas me demander de payer les ONG qui vont chercher Pierre-Paul et Jacques. On ne peut pas me demander de payer les chars d'assaut, puisqu'en final, moi, je n'aurai pas droit à ce qu'on vienne. Il y a un char qui arrive me libérer, que les Américains débarquent sur les plages de Normandie pour libérer les EHPAD. Je prends acte de cela. Je suis d'accord avec M. Macron, la performance, la rentabilité, le capitalisme, le profit. Mais alors, 40 ans en amont avant qu'on me pique, ne me demandez pas de faire. Il faut que je garde mes sous pour pouvoir adapter ma maison à mon état quand je ne pourrai plus bouger, que je puisse faire mon changement gériatrique, ma maison, que je puisse prévoir une personne qui m'amènera à manger, si je ne peux plus me servir de mes mains parce que j'ai fait une hémorragie cérébrale. Voilà, donc, c'est un tout. Voilà. Si on a l'euthanasie, alors on n'a pas l'impôt sur le revenu, on n'a plus la solidarité. Mais on ne peut pas nous demander aux téléspectateurs de TV Liberté de payer 40 ans durant au nom de la solidarité et leur refuser en finale la solidarité. Là, le contrat n'est pas respecté. Bon alors, je vais profiter que vous soyez un peu engagé, Jean-Claude Martinez, pour continuer avec ce terme que les pro-euthanasie invoquent en permanence. C'est quoi? C'est l'acharnement thérapeutique. Alors, lâchez-vous, là. Là, c'est le sommet. J'invite tous téléspectateurs TV Liberté à aller au premier hôpital venu. Alors, vous arrivez à l'hôpital.
Écoutez, le professeur Vialeton, le sommet de la médecine, patron du service de cardiologie à Necker, se casse la gueule dans les escaliers chez lui. Il arrive à Necker, dans son service où il a été patron, il est à l'Académie des sciences. On l'oublie pendant 3 heures. Pendant 3 heures, on l'oublie sur... C'est lui qui me l'a raconté, on l'oublie pendant 3 heures sur un chariot. Mais il n'y a personne qui dit « Salaud, tu vas vivre !» Mais personne, ça... Bon, il y a Jean-Pierre Chevènement en masse, bon. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est l'abandon thérapeutique. Il n'y a personne dans les hôpitaux, personne ne s'occupe de vous. Pourquoi? Parce que le patron, il est candidat à la présidence du RPR, monsieur Juvin, et donc il n'est pas au service des urgences. Il écrit des livres chez Albin Michel, monsieur Perronnet ou monsieur Tartampion. Pendant le Covid, on nous disait qu'il n'y avait pas de médecins. Ils étaient tous sur des plateaux. 1 heure sur le plateau, 1 heure pour arriver au plateau, 1 heure pour repartir. Ils ont perdu 3 heures. Et ils étaient des dizaines. Et on nous expliquait que les services d'urgence manquaient de personnel. Et ils racontaient leur salade sur les plateaux de télévision, écrivant des livres où il n'y a rien du tout, parce que leur cerveau ne leur permet pas d'avoir 2 idées cohérentes. Enfin, voyons, c'est une invention. Il n'y a aucun acharnement thérapeutique. Personne n'a été victime de l'acharnement thérapeutique en France. Vous arrivez, vous avez perdu la vue gauche. Il n'y a pas d'ophtalmo dans le service spécialisé des maladies du cou, du cerveau. Il n'y a pas d'IRM du disponible. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire l'IRM. Il n'y a même pas un scanner. Vous devez attendre 10 heures, 15 heures pour avoir un scanner lorsque l'hémorragie est devenue apocalyptique. Et on m'explique qu'il y a un acharnement thérapeutique. Salaud, tu vas vivre. Non mais je rêve d'avoir fabriqué. Pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs de ce dont on parle, c'est quoi une euthanasie? Comment ça se passe, une euthanasie, dans les pays où c'est légal? D'abord, ça se passe en cachette, parce qu'ils ont honte, parce que le salaud, ça s'appelle un salaud, le salaud qui pique un malade, qui est tout seul, qui n'a pas de défense, il le fait la nuit, quand il y a le silence complet, il se glisse, vous savez, c'est dans le parrain, là, il envoie son chef, là, pour piquer l'autre, il se glisse dans la nuit, et il vous pique, ça se passe comme cela. C'est pas les récits de Schwarzenberg où on sable le champagne en disant vous savez, mon père était un grand éleveur, si j'ose dire, de champagne. À Reims, c'était un champagne excellent. Non, mais je rêve quand j'ai ça. Vous êtes dans la solitude, on vous pique, et les souffrances. Et puis on vous a préparé avant. Pendant la semaine, vous avez eu le droit d'être dans un hôpital, parce qu'avant, vous n'avez pas le droit d'être. Il faut être pratiquement archi-mourant. Pendant la semaine, on vous a sous-alimenté, on vous a drogué, on vous a anesthésié, on vous a abruti. Ça, c'est comme, si vous voulez, c'est comme, c'est dans le sacré lorsqu'il faut égorger le mouton. Là, quand même, le malade n'est pas cachère. On le prépare. On le prépare. On l'estourbit. Mais on l'estourbit, on l'anesthésie. Enfin, voilà. Mais il se réveille parce que le cerveau ne meurt pas comme cela. Et le cerveau est chargé. C'est effroyable. Écoutez, Vincent Lambert, c'est une agonie. Jean-Claude Martinez, si la personne en fin de vie est dans l'impossibilité de donner son avis, il est dans l'impossibilité. Qui va prendre la responsabilité d'euthanasier une personne? Ça sera qui? L'État? Ça sera la famille? D'abord, l'État. Premièrement, on a des tas d'exemples où la personne a laissé des consignes. Il a écrit un livre en disant qu'il y a des contrôles authentiques. On ne tient pas compte des consignes. On pique. Qui a écrit un livre? Il y avait quantité de personnes qui avaient laissé, je ne veux pas être euthanasié, et dont le médecin qui a piqué quand même, dit oui, mais dans l'état où il est. Puis il y a la famille, s'il y a la famille, si elle n'est pas trop loin, si elle n'a pas enfermé dans les EHPAD, si elle n'attend pas, comme à Neuilly, dans le cas d'une grosse fortune, si elle n'attend pas pour hériter, si elle pense aller voir le père à qui elle doit toute sa carrière en politique, etc. Donc la famille, c'est Gide, famille... Et s'il n'y a pas de famille, c'est l'État qui décide? Et bien sûr que c'est l'État. Mais c'est du Michel Foucault. Avant, c'était surveiller et punir. Maintenant, c'est surveiller et piquer. Mais bien sûr que c'est l'État policier en matière fiscale, avec la délation, avec une espèce de filet maillant, les jeter sur toutes les plateformes d'achat, les délateurs qui sont payés. Mais on est dans un État... Mais Poutine à côté, mais Poutine c'est le sommet de la démocratie, à côté de l'État. Nous sommes une démocratie illégitime. Il suffit de voir 30, 40 pouvoirs exorbitants, exceptionnels de l'administration fiscale. Mais je ne parle pas de l'administration sanitaire. Quand vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas bien, vous êtes
en position horizontale, le médecin est en position verticale. On parle de la verticalité de Macron, la verticalité, c'est le médecin. Le médecin vous domine, vous écrase. Et il vous a préparé, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes triste, vous êtes malheureux. Et vous découvrez, vous êtes agrégé de philosophie, vous sortez de Normal Sup, et vous avez un gamin qui vient vous piquer. Pendant 7 ans, qui a appris trois. Alors Jean-Claude Martinez, on a compris que cette euthanasie qu'on va légaliser bientôt, à peu près. 250 000 personnes qui on va être un peu plus élevé que les chiffres de l'IVG. Ouais. Alors on a compris que c'est une histoire de gros sous, et en face de cette obligation budgétaire, vous mettez le chiffre de l'AME, c'est l'aide médicale d'État, ça représente à peu près 1 milliard d'euros par an pour soigner les clandestins qui viennent sur notre territoire. Donc on préfère soigner des clandestins plutôt que les vieux qui ont cotisé toute leur vie. C'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement les dieux du stade ou les vieux au dernier stade, les clandestins ou pas les clandestins, les charas d'Ukraine ou la seringue. On est rentré dans une logique folle. Alors maintenant, il faut en sortir. Hein. Le prochain rendez-vous, c'est 2024. Les européennes. Ben oui, il faut qu'il y ait une liste sur l'Europe de la vie. Il faut qu'avec les Italiens, avec les Italiens, Polonais. les Espagnols, les Polonais, il y a de quoi faire en groupe. Il faut mener le combat au cœur nucléaire de l'empire du mal, de l'empire des cinglés, de l'empire des cinglés. C'est plus qu'un problème de civilisation, c'est un basculement anthropologique. Ce livre commence, c'est pas impossible que le dernier néandertalien qui ait dû se réfugier dans une grotte au bord du détroit de Gibraltar, puisque quand nous sommes arrivés d'Afrique, il y a 300 000 ans, nous les sapiens, nous avons liquidé, ils étaient là depuis 40 ans, depuis 40 000 ans, nous avons liquidé tous les néandertaliens, en Asie, nous avons liquidé l'homme de Denisova. Il faut comprendre que nous avons un cerveau, nous, sapiens, de tueurs. Nous avons tout tué. Nous avons tué les lions, les kangourous en Afrique. Nous avons tué nos cousins. Et là, on s'apprête à tuer l'homme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tuer, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est le début du livre, finalement. C'est l'homme espèce en voie de disparition. Je reste persuadé que le dernier néandertalien, dans sa grotte de Goram, au bord du détroit de Gibraltar, il a été acculé à l'euthanasie, parce que tout le continent avait été envahi par nous, par les sapiens, j'en suis persuadé. On a des traces dans les grottes, etc. Non mais, le combat que nous menons, il n'est pas de civilisation. Il n'est pas la droite nationale, la droite mondiale, la droite tartampion, la gauche, etc. C'est la droite pro-vie. C'est le camp pro-vie. Anthropologique. Oui, c'est anthropologique. Nous, sapiens, ayant tué tout ce qui existait sur la planète, maintenant nous sommes en train d'essayer de nous tuer nous-mêmes parce que c'est la loi du scorpion. Nous avons un cerveau scorpion à côté du cerveau néocortex. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de tuer le scorpion. La grenouille l'aide à traverser la rivière. Oui, la rivière, et puis que la grenouille dit « Je suis né pour piquer ». In cauda venenum. Je suis né pour piquer. Eh bien, c'est ça. Cet ouvrage le cerveau scorpion. Que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, c'est le stade suprême du macronisme, l'euthanasie, à retrouver sur la boutique officielle. Merci Jean-Claude Martinez.